Bonjour à tous, une Alia Story comme vous allez les adorer. Celle de Nathan Vatine en Israël depuis 42 ans, avocat d'affaires, fiscaliste, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Son parcours est rocambolesque, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, je vous adjoins à rester avec nous. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Nathan Vatine, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Alors, une Alia Story commençait sur les chapeaux de roue, on va dire ça comme ça. En même temps, vous aviez une histoire familiale touchante, bouleversante, parce que votre père, qui avait rejoint les forces françaises libres du général de Gaulle en Angleterre, est arrivé en Israël. C'est le premier soldat, on va dire, français qui est arrivé en Israël à l'époque de la guerre. Enfin, c'est incroyable. Finalement, ma vie a été un petit peu à l'image de mon père, qui a été aussi assez impulsif. C'est pour ça que je commence par lui. Puisqu'il a, le 14 juillet 1937, à un bal du 14 juillet, il a dansé avec ma mère qu'il a trouvé à un bal qu'il y avait à Paris. Il l'a trouvée belle, il s'est marié avec elle. Et le lendemain, il l'a proposé en mariage. Et ils se sont mariés le 1er mai 38 à Lag BaOmer. Okay. Et juste après, c'était la guerre. Et donc, il est parti et il s'est engagé dans les forces françaises libres. Il a dit, je peux pas rester. Donc, mes parents ne se sont pas vus depuis 1940 à peu près, jusqu'en fin 44, où il a été rapatrié, blessé en Syrie. Et effectivement, il est parti comme ça pendant 4 ans faire toute la campagne d'Afrique. Il est arrivé près d'Ashdod, le premier. Il est arrivé en passant par... oui, puisqu'il avait fait Tobrouk, Al-Alamein, etc. Est arrivé après à Alexandrie. Et d'Alexandrie, ils sont arrivés en jeep avec le général, avec tous les officiers, sont arrivés en Palestine. En passant par Beersheva, il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route. Et de Beersheva, on l'a envoyé, comme c'était le seul qui parlait yiddish, pour savoir si les forces françaises libres étaient bien reçues par les autochtones de la Palestine de l'époque. Donc alors, on parle d'impulsivité parce que toi aussi, on va se tutoyer, on l'a dit, enfin je vais essayer d'aller jusqu'au bout, parce que un beau jour, devant ton écran de télévision, tu es face à l'opération, ça c'est le dénouement de l'opération Entebbe en Ouganda. Donc les otages sont sauvés, tu regardes la télévision et tu entends le discours d'un brave homme, faut bien le dire quand même, le discours du commandant français, on va dire dicté par le Quai d'Orsay, qui te hérisse le poil. Oui, hérisse le poil, c'est un faible mot. Un faible mot. Bon, c'est vrai que le sionisme, ça a été quelque chose dans la famille, une éducation depuis le plus jeune âge, depuis la guerre des 6 jours, en passant par tous les grands événements d'Israël. Mon père qui a été un des fondateurs de la UJF et qui était une personne très centrale dans la communauté de Nice. Qui était très admiratif. Et de la Bnei Brit européenne. C'était un homme très public à ce niveau-là et qui était très aimé, mais toujours avec un message sioniste énorme, puisque son regret a été après la guerre de ne pas rester en Israël, mais il avait une femme qui est ma mère, qui a cette année 101 ans, et qui était restée à Paris pendant toute cette période-là, en l'attendant. Donc il fallait le faire, et il fallait également qu'il retrouve son ménage en revenant de l'armée. Donc on va dire que tu as eu en héritage l'amour d'Israël. J'ai eu l'amour d'héritage, j'ai eu complètement cet amour d'Israël. J'ai pas du tout eu le côté religieux du judaïsme, puisqu'on était très très éloigné de la tradition en tant que c'était la partie Ashkénaze de la petite communauté à l'époque de Nice, où j'étais peut-être un des seuls Ashkénazes. On était 2-3 à Osei. Voilà. Mais on a eu cette formation. Identité juive forte. Identité sioniste extrêmement forte, qu'on arrivait à faire passer aussi bien au niveau de mes camarades de classe. Oui, parce que, bon, alors on va raconter une anecdote. Je crois que tu étais un petit garçon, 13 ans, et ton père collectait de l'argent pour l'appel unifié. Et toi, forcément, 12-13 ans, n'a pas tellement d'argent. Mais tu as monté un stratagème qui a fait que tu as récolté une grosse somme d'argent pour l'époque. Oui, c'était une grosse somme d'argent parce que j'ai eu l'idée, j'ai dit je voulais absolument avoir également mon diplôme pour avoir donné à l'armée d'Israël. J'étais tellement fier de l'armée d'Israël.
Donc j'ai proposé à mon père, je lui ai dit, écoute papa, si je vais tous les jours à l'école à pied, on habitait boulevard Gambetta, on allait au parc impérial, il y avait 3 kilomètres à faire, c'était 4 tickets du TNL, je me souviens. Est-ce que tu me les rembourseras? Il m'a dit, bien sûr mon fils. J'ai dit, bon, très bien. Et rapidement, je suis arrivé. Il savait que c'était pour donner à Israël. Oui, pour donner à Israël. Ouais, ok. Bon, mais il a souri. Il a souri. Il va le faire une fois, aller-retour, il va s'arrêter. Voilà, mais non, il ne me connaissait pas suffisamment. Peut-être que oui, peut-être qu'il me connaissait. Ouais. Et je suis arrivé à persuader pratiquement toute ma classe. Qui n'étaient pas juifs. Non, ils n'étaient pas juifs. Mais je leur disais comment Israël, vous savez, savais, à l'époque, Israël avait une image extraordinaire. En 68, bon, c'était juste avant l'embargo quand même du général de Gaulle. Mais quand même, il y avait une admiration qui était extrême. Donc je leur ai dit, écoutez, si vous voulez aider Israël, vous allez comme moi marcher jusqu'à votre lycée et vous me donnerez vos tickets de bus. Et un peu comme dans le film de Forrest Gump, très rapidement, on se retrouvait une trentaine à marcher à l'école. C'est incroyable, c'est dingue. Et ils me donnaient tous leurs tickets. Les gens ne disaient rien, enfin, c'était quand même Les bizarre. parents ne savaient pas. Ah, personne ne savait? Non, j'ai dit garder le secret. Et après, j'avais un gros paquet de tickets. Mon père a vu ça. Il m'a donné un billet de 500 francs et j'avais reçu le diplôme. Ouais, ça en disait long déjà sur ta personnalité. Alors, justement, admirateur d'Israël devant NTB, donc très fier de ce sauvetage incroyable. Triste, bien sûr, parce que Yoni Netanyahou n'est pas revenu. Tu entends un discours qui te révulse, on va dire ça comme ça. Non, ce qui se passe, j'habitais chez mes parents. J'avais 20 ans. Le voisin qui était Monsieur Gage, Raymond Gage, Zichrono Livracha, à 6h du matin me réveille et me dit « L'armée d'Israël a sauvé les otages ». On ouvre la télévision, une petite télévision ronde, noir et blanc. On regarde ça et je vois l'avion qui se pose à Orly et je suis plein de fierté en me disant que c'est fini. La Shoah ne pourra plus avoir lieu. Israël a montré par A plus B que, où que soient les Juifs, qu'ils soient israéliens ou simplement on les protège. Juifs, ils seront protégés grâce à Israël. Donc une grande fierté. Et je vois l'avion qui se pose et le capitaine qui va sortir. Qui vient de décéder. Vient de décéder, injuste. Injuste, parmi la nation. Attention. Qui mérite son titre de juste, puisqu'il avait décidé de ne pas quitter les otages juifs. Parce qu'on lui avait donné la possibilité de revenir en France avec les otages non juifs. Et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, il dit je resterai jusqu'au dernier. Il est resté jusqu'au dernier. Donc je ne mets pas du tout en question les valeurs extrêmes de cet homme. Mais un passage que personne ne se souvient et qui n'a certainement pas été publié, c'est que quand il est descendu du cockpit, le premier journaliste français est arrivé et lui a demandé « Quelle est votre première déclaration ?» Et il a dit « Je regrette les morts ougandais et je n'ai rien à rajouter ». Alors c'est évident que c'est le Quai d'Orsay qui lui a glissé ces mots afin de continuer à vendre des armes à Idi Amin Dada et de conserver des bonnes relations avec Ouganda. Mais pour moi, ça a été quelque chose de physique. J'ai eu un malaise et dans la minute, j'ai dit à mes parents, je ne passerai plus une journée de plus dans ce pays. Si vous n'avez pas compris où vous habitez, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, c'est quand même un truc de fou parce que vous aviez 20 ans, presque 21, on va dire. Oui. Ouais, quelque chose comme ça. Vous étiez étudiant. Alors déjà, ça aussi, c'était incroyable. Tu étais, voilà, j'ai du mal, hein. Précoce, sciences économiques, subdeco, deux licences en droit, une en droit privé, une en droit public, tout ça en même temps. Et donc, devant la télé, tu dis, ça y est, stop, je m'en vais. Ouais, j'avais fait un petit peu d'argent en faisant des... Ah, ça aide toujours. Ouais. Au mois de juillet, j'avais vendu des posters à une kermesse au lycée. Donc, j'avais ramassé un petit peu d'argent de côté. Donc, j'avais suffisamment d'argent pour payer un billet d'avion pour aller en Israël. Mais de Jean Lépin, il n'y avait pas d'avion pour Israël à l'époque. Donc, je suis sorti. Je suis parti en stop à Paris.
Et j'ai pris le premier avion. Et je suis arrivé directement à Jérusalem. Et à Jérusalem... Ils n'ont pas dû y croire. Ils ont dit, il est fou. Il est fou. Ils m'ont pris pour un fou. D'accord. Ils m'ont pris pour un fou. Je suis arrivé à Jérusalem. Et à Jérusalem, les otages arrivaient. Les otages israéliens arrivaient aussi là-bas. Et donc, tout le monde dansait dans la rue. Et avant de poser même le sac à dos que j'avais, j'ai dansé à Jérusalem. C'était un moment inoubliable, bien sûr. Et sans regret déjà dès la première minute. Et depuis, je ne suis pas reparti, sauf pour les vacances ou pour les affaires. Ouais, c'est tout, mais sans regret. Ah, sans regret. C'est pas un regret, c'est un mariage d'amour. Mariage d'amour. Alors, cette histoire est quand même folle parce que tu découvres donc ton judaïsme à Jérusalem, parce que tu intègres Mayanot, le fameux séminaire d'études dirigé par Manitou. Exact. Donc, c'était pas la première promotion, c'est la troisième. Voilà. La troisième, ouais. Comment c'était ? Et comment t'es arrivé là-dedans ? Parce que tu disais toi-même que t'étais pas du tout religieux, t'étais en fin de licence, bon. Non, c'était un stratagème. D'accord. Un stratagème qui a été monté par ma sœur, qui était religieuse et qui habitait déjà à Jérusalem, qui était venue justement avec Manitou dans l'année 69. C'était l'Alia à Ramat Eshkol. Avec Manitou, son frère Daniel Eshkenazi. Donc, elle était... c'est des anciens d'Orsay. Okay. Ouais, l'école d'Orsay, ouais. L'école d'Orsay. Donc, elle était déjà là, elle était religieuse. Et moi, il se trouve que mon dossier d'Alia a été refusé parce que j'avais trop d'années universitaires. Donc, on m'a interdit d'aller en Mechina, ce que je voulais faire. Retrouver... Une année préparatoire pour apprendre l'hébreu, pour retrouver une jolie jeune fille rencontrée... Voilà. En dansant. Et ma sœur a dit à mon père, tu devrais l'inscrire chez Manitou, celui-là, on va le remettre dans le droit chemin. Donc, il m'a inscrit sans savoir, je ne connaissais pas vraiment Manitou, ni les études juives. Ça a été une rencontre qui a changé ta vie. Oui, j'étais un grand révolutionnaire pendant 2-3 mois et très insolent par rapport à Manitou, qui a voulu me jeter 2-3 fois de son école. Et puis d'un seul coup, ça a été une révélation, disons. Ouais. Oui, et à partir de là, j'ai fait que... Une révélation quoi ? Dans l'étude ? Dans l'étude. Ouais. Dans l'étude, oui. À force de voir autant de choses fabuleuses, j'ai compris que c'était dans cette étude-là que je pouvais progresser dans ma vie intellectuelle et familiale et personnelle. Voilà, alors ça, c'était le côté face de la médaille, mais le côté pile, il fallait quand même faire quelque chose de ces études, parce que voilà, tu étais en plein, et donc tu as carrément été au culot, parce qu'on t'avait refusé les portes de la Mechina, tu as été tapé à la porte du doyen de l'Université de Jérusalem pour lui demander de t'accepter en DEA, alors que tu n'avais pas de maîtrise, tu étais juste en fin de licence, pour sauter les étapes parce qu'il n'y avait pas le choix, quoi. Oui, c'est ça. Bon, c'était culot, mais bon, c'est comme ça. Ah bah oui, mais non, mais il faut apprendre. C'est en dit long sur comment ça fonctionne ici aussi, quoi. Bon, il me connaissait bien à l'université. Et mes parents étaient très inquiets que je n'avais pas terminé mes études en France. On peut comprendre. Voilà. J'aurais dit, vous inquiétez pas, je ne suis pas complètement fou. Donc, je suis allé voir le doyen et je lui ai dit, écoutez, voilà, je m'ennuie dans votre établissement. Et ce que je voudrais, c'est commencer tout de suite le DEA. Et comme par hasard, c'est un DEA sur le statut international de Jérusalem, sur le statut juridique de Jérusalem en droit international. Ça lui a plu comme sujet. Le professeur Dupuis qui a accepté pour soutenir qu'on comprenne bien, tu as été voir le doyen de quelle université ? L'université de Nice. D'accord. L'université de Nice. Je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, voilà, je voudrais passer une année en Israël pour pouvoir préparer mon mémoire sur mon DEA sur Jérusalem, et ça peut se faire que sur place. En attendant, pendant ces 4e années de droit, sciences éco, etc. De maîtrise, l'année de maîtrise. Je passe que les examens, mais je ne suis pas les cours. Voilà, je vous demande simplement de m'exempter de travaux dirigés et d'examens partiels, et je reviendrai en fin d'année passer mes examens. Il m'a dit, mais c'est impossible, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, il n'y a pas de précédent. Je lui dis, oui, il y a un précédent. Ce sont les élèves les étudiants qui sont appelés sous le drapeau. À l'époque, il y avait un service militaire obligatoire et qui étaient exemptés de partiels et de travaux dirigés. Alors je lui dis, regardez dans vos statuts et dites que j'ai été appelé sous les drapeaux.
Il m'a dit, bon, laissez-moi réfléchir. Et 3 jours plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit, banco. Donc c'est banco, et donc tu as passé un an tranquille à Mayanote. Ouais. Voilà, après tu es rentré passer tes examens. On a appris l'hébreu. Bien sûr, tu as appris l'hébreu, mais tu as vécu, on va dire, en Israël. Tu t'es épanoui ici. Ouais, j'ai connu ma femme. Voilà, plein de choses se sont passées. Et tu es retourné passer 18 examens de maîtrise que tu as eus haut la main en France à la fin de cette année-là. Et 2 mois plus tard, je revenais en Israël. Pour passer le barreau. Pour passer le barreau en hébreu, que j'avais appris pendant l'année de Mayanote. Non, il n'est pas du tout hyperactif, pas du tout. Et 3 mois plus tard, je passais le DEA en retournant en France. Voilà. Et puis voilà. Et puis après... Alors ça en dit long quand même sur la capacité d'adaptation. C'est ça le secret d'une alia réussie. Il faut passer d'un truc à l'autre. Il ne faut pas se poser de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut y aller avec le cœur. On vient en Israël, comme on dit, Beshofar Gadol. Dans la prière de tous les matins, on dit Teka Beshofar Gadol. Et le Rav Kook dit qu'est-ce que c'est que le Shofar Gadol ? Le Shofar Gadol, c'est de venir en Israël, de faire son alia de sa propre volonté pour pouvoir apporter quelque chose à Israël. Venir en Israël, c'est pas pour se protéger d'un antisémitisme ou parce qu'on n'a pas d'autre solution. On vient en Israël parce que en Israël, on vient construire quelque chose. En Israël, on vient apporter ce pourquoi on a été créé. Manitou disait, qu'est-ce que c'est qu'un hébreu ? Quand on vient, on habite en France, quand on habite en diaspora, on est Yehudi, on est juif. Quand on vient en Israël, on devient hébreu, ivri. Et d'ailleurs, la première kippa que j'ai reçue, le premier cadeau de ma femme, elle m'avait tricoté une kippa où c'est écrit « Mi Yehudi le ivri ». Mais qu'est-ce que c'est que cette identité ivri ? Être hébreu, d'après Manitou, c'est d'être un descendant de Héver. Héver était la 5e génération avant Abraham, et juste le dernier qui a eu un fils qui s'appelait Péleg, qui est né au moment de la Palaga. La Palaga, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire qu'un hébreu, c'est celui qui est né avant la dispersion. C'est-à-dire que l'identité hébraïque, c'est une identité universelle qui a le potentiel d'être hors la goïm. Mais pour devenir hors de la goïm, il faut faire ramener toutes les étincelles des galouillottes pour lesquelles on a été envoyé. Non, en tout cas, je pense qu'on est en plein dedans parce que ça revient un peu. Mais chacun qui vient en Israël doit amener son étincelle et sa pierre en Israël. Et tant qu'il n'est pas venu, on n'a pas un édifice qui est complet. Et c'est pourquoi il faut envisager comme ça. Tournez-vous un petit peu juste, bien parler devant le micro. C'est pourquoi il faut envisager son alia, pas par une nécessité, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut venir en Israël parce qu'on a la foi, parce qu'on sait que c'est notre vie, parce qu'on peut apporter au pays ce qu'on a appris en galoute. Ouais. Alors vous avez fait des tas de trucs. Il faudrait plusieurs heures pour tout raconter, tout détailler. Vous avez vécu à Netivot avec votre femme, où là-bas vous avez créé une académie avec elle, une académie. C'est elle qui a créé toute seule. C'est elle qui a créé toute seule, d'accord. L'académie de musique qui existe jusqu'à maintenant à Netivot. Très belle académie de musique. Très d'ailleurs. belle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez vécu 20 ans à Jérusalem. Vous avez dirigé l'UNIFAN, donc toujours très préoccupé par l'intégration des nouveaux immigrants. On va dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Vous avez fait plein de choses On avait fait Israël Conseil Université. Aussi. Pour attirer les étudiants. Pour que les anciens universitaires qui avaient fait leur alia puissent donner des conseils à ceux qui veulent venir dans les universités en Israël. Et puis, vous avez créé Sarel France. Alors ça, c'est encore une autre aventure que vous avez fabuleuse. Bah oui, c'est extraordinaire, Sarel. Extraordinaire. Bah oui, à la demande personnelle du général Davidi. Oui, général Davidi, je reçois toute mon unité part au Liban. Oui, parce que on l'a pas dit, mais vous avez bien sûr fait l'armée. Oui. Et c'était en Milouim, je devais partir au Liban. Et je reçois une lettre de route de partir en France.
Donc c'était une autre mission. Et la mission était de créer Sarel. En tant qu'avocat, il fallait que je parle un petit peu d'un point de vue diplomatique, qu'il n'y ait pas de problème, parce que c'est quand même une association qui est paramilitaire malgré tout, qui n'est pas un problème de double allégeance, etc. Et il a fallu créer les bureaux de Sarel en France. Et donc j'ai reçu un budget de l'association. Et pendant 40 jours... Oui, on a créé au début au Centre Orachi, avec les anciens de Mayanote, Linda Wanish que j'ai choisi. J'ai trouvé des anciens de Mayanote qui étaient malgré tout rentrés en France et qui ont dirigé un petit peu Eva Labi à Marseille, etc. On avait fait une dizaine de bureaux comme ça, et dont pour nous, le Sarel, c'était bien sûr aider l'armée, mais on savait qu'il y avait au moins 10 à 15% qui faisaient leur alia après. Donc c'était un petit peu c'était notre motivation. Voilà, bien sûr, vous avez créé aussi le centre Yahir. Alors ça, c'est un centre un peu particulier. Avec Tamar Castelnuovo, avec Yonit Pariente. C'est pas grave, vous pouvez remonter la chaise tranquillement. Avec mon épouse, voilà. Moi j'y arrive plus. C'est pas grave. On va faire comme le Turc là. Vous pouvez prendre le temps de la remonter, non ? Non, ça va. C'est pas grave, vous d'accord. Voilà. Et donc, effectivement, avec Serge Bélange, Zichrono Livracha, Bella, etc., on avait créé le Centre Yahir qui avait permis à Manitou de pouvoir diffuser son enseignement en externat et pas seulement à 17 privilégiés dans le cadre de Mayanote. Ça a été un de nos projets. Ça, c'était pas une belle aventure. Mais on a continué, on a fait les rendez-vous du cœur, si vous avez connu à Jérusalem. On s'est occupé de 120 enfants défavorisés chaque année. Donc beaucoup de social, toujours. Beaucoup de social, toujours du social. Et puis vous avez quitté Jérusalem parce qu'à un moment c'était devenu compliqué dans la famille, la tension, les attentats, etc. C'était la deuxième intifada avec les bus qui sautaient. C'était très très dur à vivre. Et c'était une période, je pense, de tension. Ça sautait tous les jours. En 40 ans, c'était vraiment la période la plus difficile d'Israël. C'était très très dur. Et puis on avait un havre de paix à Césarée, où mon beau-frère habitait. Et c'était très difficile de passer de Shabbat à Motzei Shabbat en retrouvant cette tension qu'il y avait à Jérusalem. Et puis il y a eu un cas, je ne pense pas qu'il faut le citer à l'antenne quand même. Mais disons que vous avez été un peu perturbé, traumatisé, et puis vous avez déménagé, mais vous l'avez pris comme un nouveau départ. Une nouvelle shlichut, on va dire ça comme ça. Une nouvelle shlichut, c'était une shlichut de toute la famille. Oui, bien sûr. Parce que nos deux filles, étudiaient au Rova Yehudi dans une école très religieuse à Jérusalem. Et nous sommes venus à Césarée où il n'y avait pas d'école religieuse du tout. Donc elles ont dû aller dans une école ça a dû être un choc. Complètement chiloni. Ouais. C'était au kibbutz Magan Michael. Donc une école laïque complètement. Laïque. Mais elles sont restées religieuses dans cette école laïque. Ouais. Dans cette école laïque, elles sont restées jusqu'à l'armée. C'est vrai qu'il n'y avait rien à cette époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés. Il y a beaucoup de choses à Césarée qui se passent au niveau de la vie juive. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On arrivait dans cette école, il n'y avait même pas de mezouza dans les salles d'école. Ouais. On allait voir la directrice, on leur a dit, écoutez, nous on vient, on ne veut pas faire de kfia datit, mais simplement nos enfants, elles ne peuvent pas aller dans les salles s'il n'y a pas de mezouza. Elle dit, oui, mais il y avait des mezouza, mais on nous les a prises. J'ai dit, écoutez, c'est une école qui est publique, nous on va payer les mezouza pour toutes les classes, et puis vous verrez qu'on ne les arrache plus. Parce que c'est votre rôle en tant que directrice. Ouais. C'est ce qui s'est fait. Donc petit à petit, vous êtes acclimaté à votre nouvelle vie. Oui. Vous avez aimé Césarée, forcément. Et puis, vous avez fait plein de choses. Vous avez fait beaucoup de social aussi dans cette ville. On a fait beaucoup de social. Et vous continuez à en faire. On continue jusqu'à maintenant à faire beaucoup de social, puisque aujourd'hui, sur 6000 habitants, on a près de 200 volontaires. Dans une association que vous avez créée. Qui s'appelle Keren Or Kesaria et qui s'occupe donc de donner une aide
à toutes les populations défavorisées de la région de Césarée. Ça fera l'objet d'une prochaine émission. En tout cas, on était ravis de vous accueillir, juste parce qu'on est à l'abord des fêtes, on est encore dans l'ambiance de Yom Ha'atzmaut. Vous avez un souvenir d'un Yom Ha'atzmaut, d'un anniversaire en Israël qui vous a plus particulièrement marqué ou pas ? Eh bien oui, à l'époque de l'Unifan, on faisait justement pour Yom Ha'atzmaut, on faisait une journée, un happening qui était à côté de Betar Elite, si vous connaissez. Et j'ai eu l'honneur d'aller chercher avec Manitou Nathan Sharansky, qui venait d'être libéré et qui faisait son alia. Et on est allé le chercher de l'aéroport. Il est venu à notre happening de français. Et on avait pris un traducteur c'était une grande émotion. Donc on avait Manitou d'un côté, Nathan Sharansky de l'autre. C'est un souvenir en tant que Yom Ha'atzmaut qui est absolument incroyable. Ouais, c'est vraiment le symbole de la liberté retrouvée. C'est beau. Merci beaucoup et bonne chance pour toutes les activités de l'association et tout le reste. À bientôt. Et bravo pour Kalita et tout ce que vous faites pour aider justement cette alia. Mais encore une fois, je veux dire à tous ceux qui veulent faire leur alia. Ouais, on aime bien les messages des anciens. Écoutez, c'est très difficile. Voilà, on ne va pas vous cacher. C'est très difficile de faire son alia. Il faut se battre, il faut de la volonté. Mais si vous avez cette volonté, chacun y arrivera. Et ça vaut le coup ? Bien sûr que ça vaut le coup. Il n'y a pas de voie, comment on appelle ça, de marche arrière possible. Encore une fois, c'est un mariage d'amour. Vous savez, quand j'avais fait mon stage, j'avais très peu d'hébreu devant moi. Et le problème de la langue, c'est pour ça qu'il faut absolument que vous travaillez la langue. C'est vraiment l'obstacle numéro 1. J'étais tout de suite au ministère des Finances. J'ai fait mon premier stage là-bas au ministère des Finances. Et là-bas, on ne savait pas ce que c'est un Olé Hadash. On me donnait des rapports d'inspecteurs qui avaient relevé des choses qui n'étaient pas tout à fait cachères dans certaines entreprises. Et il fallait que je rédige ce qu'on appelle un ktav ishum, c'est-à-dire une lettre d'accusation, avec des dizaines de pages qui sont écrites à la main. Ouais. Je ne pouvais pas lire un mot, mais je ne pouvais pas dire non plus que je ne comprenais pas. Ah ben c'est clair. Alors qu'est-ce que je faisais ? J'attendais que tout le monde s'en aille du ministère. Il restait une seule personne. C'était la femme de ménage qui était marocaine et qui passait la serpillière. J'avais un magnétophone et je lui faisais lire les rapports des inspecteurs que j'enregistrais sur ce magnétophone. On en a entendu beaucoup à ce micro, mais pas ça. Alors, et donc la femme de ménage marocaine... Je lui donnais quelques shkalim pour qu'elle reste et elle me lisait tous les rapports des inspecteurs. Et grâce à ça, je pouvais faire les lettres d'accusation. Donc beaucoup d'heures supplémentaires. Oui, mais c'était extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est une anecdote incroyable. C'était un combat extraordinaire. Bon apparemment ça a bien marché puisque vous êtes avocat aujourd'hui et ça marche bien pour vous. Donc merci beaucoup d'être venu et merci pour cette anecdote. On s'en rappellera. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.